liquides, que sont-elles? Comme leur nom l'indique, elles représentent en fait un prélèvement de liquide, quel qu'il soit. Ça peut être du sang, des urines, du liquide céphalorachidien ou de la salive. À l'heure actuelle, en cancérologie digestive, on prélève plutôt du sang et on va prélever des produits tumoraux qui vont être de différents types, que ce soit des protéines, des acides nucléiques ou ribonucléiques, des cellules tumorales circulantes et même des exosomes. Et là, depuis une dizaine d'années, la communauté scientifique s'est surtout focalisée sur deux types de produits tumoraux, à savoir les cellules tumorales circulantes, mais également l'ADN circulant tumoral. L'ARN circulant tumoral et les exosomes, eux, sont encore au laboratoire du fait de leur fragilité. Alors, on va faire des prélèvements de sang, un prélèvement qui est facile, qu'on va analyser rapidement, contrairement à la biopsie tissulaire, elle, où quelquefois on n'a pas l'accessibilité du tissu, ou alors on n'a pas de cible tissulaire. On pourra répéter ces prélèvements de manière non invasive, avant traitement, après traitement, et à l'heure actuelle, les études cliniques, les cohortes ont mis en évidence l'intérêt à toutes les étapes de la prise en charge. Alors l'ADN circulant, c'est une histoire ancienne. Une histoire qui a commencé en 1948 avec la découverte de l'ADN circulant dans le sang d'individus sains. Et c'est Mendel qui l'a découvert. Et puis en 1977, c'est Léon qui a pu mettre en évidence de l'ADN circulant tumoral chez des patients atteints de cancer. Et il a même mis en évidence une hétérogénéité. C'est-à-dire qu'il existait de l'ADN circulant tumoral, le taux était dépendant du type de cancer, mais aussi du stade de la maladie cancéreuse. Et puis, en 89, Strone a mis en exergue ADN circulant tumoral comme miroir de la pathologie tumorale, avec différentes hypothèses originelles, dont je reviendrai tout à l'heure. Et en 94-99, Sorensen, lui, a mis en évidence des altérations génétiques, c'est-à-dire des mutations au sein de l'ADN circulant tumoral qui sont identiques à la tumeur tissulaire en elle-même au sein de patients atteints du cancer du pancréas. Et puis dans les années 2000, avec l'avènement du séquençage du génome, l'ADN circulant a été considéré comme un bon biomarqueur à la fois diagnostique et pronostique. Alors si on revient sur l'origine des ADN circulants de Strone en 1989, on peut voir qu'ils peuvent provenir soit de la tumeur en elle-même, soit des métastases, soit des récidives, de tumeurs qui sont soit en train de nécroser ou subissant l'apoptose, ou encore vivantes, et avec un processus actif vont sécréter l'ADN tumoral, soit sous forme libre dans le sang, ou au sein d'exosomes, de vésicules. Et puis on a aussi de l'ADN tumoral circulant à l'intérieur des cellules tumorales circulantes, à l'intérieur de la circulation sanguine. Alors, c'est vrai, l'ADN circulant, la physiologie, on ne la connaît pas trop. On sait que probablement le taux d'ADN circulant est lié à la prolifération tumorale, à la croissance tumorale, mais même l'ADN circulant en lui-même serait à l'origine de la prolifération tumorale et donc à l'avènement de métastases à distance. C'est ce qu'on appelle des génométastases. Et c'est en 2001, sur des études fondamentales, que Garcia a pu mettre en évidence que cet ADN circulant tumoral était à l'origine des génométastases, puisque chez des rats qui présentaient une pathologie tumorale, un cancer, de l'ADN circulant tumoral a été prélevé et transféré à des cultures cellulaires saines ou à des rats indemnes de pathologie. Et chez ces cultures cellulaires saines ou ces rats sains, on a pu mettre en évidence que l'ADN présentait également les mêmes mutations tumorales que le rat présentant la tumeur initiale. Il est donc à l'origine de métastases. Les cellules tumorales circulantes, quant à elles, par rapport à l'ADN circulant tumoral, elles ont été découvertes de manière plus précoce par un Australien, Ashworth, en 1869, sur un cadavre qui présentait un cancer et a mis en évidence donc ces cellules tumorales circulantes. C'est la première fois qu'on a parlé de carcinocytémie. Ces cellules tumorales circulantes, elles sont rares, elles sont présentes au sein du culot cellulaire, noyées avec tous les éléments nucléés du sang, et on en compte à peu près 1 pour 10 millions de globules blancs par millilitre de sang. Cela donc impose des techniques d'enrichissement, comme vous le comprendrez bien, pour les mettre en évidence, en particulier par leurs propriétés immunologiques et leurs propriétés biophysiques.
D'un point de vue biophysique, on pourra mettre en évidence ces cellules tumorales circulantes grâce à des techniques de gradient de concentration, puisque ces cellules elles sont très denses, et c'est la technique à l'heure actuelle donc au QUIC, ou alors une autre méthode physique est la méthode de filtration, puisque ces cellules sont les plus grosses des éléments nucléés du sang, par la technique IZ. Et concernant les techniques immunologiques, on a à l'heure actuelle la mise en évidence de marqueurs spécifiques de ces cellules tumorales circulantes, qui sont des marqueurs épithéliaux, avec la mise en évidence d'antigènes EpCAM. C'est la technologie de CellSearch qui, à l'heure actuelle, est la seule commercialisée et mise en évidence par la FDA. Alors, comme je viens de le dire, deux méthodes différentes de détection entre ADN circulant et cellules tumorales circulantes ou CTC. Les CTC, on les retrouve dans le culot cellulaire. On va les enrichir par des techniques, comme je viens de le dire, biophysiques ou d'immunologie. On va les quantifier et ensuite les analyser. On aura une analyse qualitative. A l'inverse, l'ADN circulant tumoral, lui, il sera au sein du plasma. On le mettra en évidence avec des techniques bien particulières de centrifugation, d'utilisation d'anticoagulants. Et on pourra alors faire une analyse à la fois quantitative, mais qualitative à la recherche de mutations. Donc, deux méthodes de détection différentes, des avantages et des inconvénients dans les deux. Les cellules tumorales circulantes, les principaux inconvénients, c'est la présence de faux positifs ou de faux négatifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces cellules tumorales circulantes, elles sont dans le sang et on les met en évidence la plupart du temps par immunologie avec un antigène épithélial qui est l'EpCAM. Or, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est des cellules qui vont traverser la barrière sanguine, qui vont être capables d'intravasation, qui vont donc subir le processus de transition épithélio-mésenchymateuse. Donc normalement, ils ont des marqueurs mésenchymateux. Donc si on utilise l'antigène EpCAM, qui est un antigène épithélial, eh bien on va perdre de l'information et probablement qu'on aura des faux négatifs. Par contre, l'avantage important, c'est que ces cellules tumorales circulantes, eh bien, on aura un matériel intégral avec une bonne analyse et en particulier, grâce à la morphologie, on aura directement le type de cancer. L'ADN circulant, lui, libre, tumoral, il a des limites, lui aussi, de faux négatifs ou de faux positifs, en particulier de faux positifs parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les conditions préanalytiques ne sont pas trop standardisées. Congélation, utilisation de DTA. Et donc, du coup, on peut avoir une contamination par de l'ADN qui, lui, est non tumoral, normal. Par contre, il a l'avantage d'être très spécifique et va pouvoir nous informer de manière très intéressante sur les mutations. Alors, à l'heure actuelle, on étudie de manière pratique l'intérêt de ces deux produits tumoraux, CTC et ADN circulant. Et dans des cohortes cliniques, on a pu mettre en évidence chez des patients atteints de différentes pathologies tumorales, après chirurgie, la présence d'ADN ou de CTC dans le sang des patients qui présentaient alors du coup une survie sans récidive et une survie globale moindre, montrant ainsi que ces deux produits tumoraux sont des bons marqueurs pronostiques. On le comprend alors, CTC et ADN circulant sont intéressants dans la pratique courante clinique, à tous les stades de la maladie, à la fois dans le dépistage, dans le diagnostic, avec sûrement la mise en évidence d'un taux seuil qui mettra en lumière la maladie, mais également dans la surveillance, à la recherche de maladies résiduelles, mais également après dans les différents traitements, à la recherche de mécanismes de résistance qui pourraient alors peut-être nous intéresser pour changer de thérapeutique et adapter notre comportement thérapeutique. La dernière cohorte qui a été mise en évidence au dernier congrès de l'ASCO en 2018 s'est focalisée sur les cancers du côlon stade 3 et a mis en évidence toujours cet ADN circulant tumoral comme un bon facteur pronostique. Comme vous le savez, les cancers du côlon stade 3 sont des patients qui présentent un envahissement ganglionnaire et il peut y avoir seule chirurgie ou chimiothérapie adjuvante. Et lorsqu'on compare ces deux groupes, après chirurgie ou après chimiothérapie adjuvante, en fonction du taux d'ADN circulant tumoral, ceux qui présentaient après traitement un ADN circulant tumoral positif avaient une survie globale sans récidive qui était moindre, montrant ainsi l'intérêt pronostique de ce biomarqueur. Donc, intérêt en diagnostic, intérêt en pronostic, en théranostic, mais quid du dépistage? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients, en particulier de faux positifs et de faux négatifs. Et récemment, dans Science, en 2018, l'équipe de Cohen a mis en évidence un test qui a été capable de détecter de manière précoce 8 types de cancers,
dont 5 actuellement ne font pas l'objet de dépistage, en utilisant à la fois l'ADN circulant tumoral et ses mutations, mais également des protéines cancéreuses. Et ils l'ont évalué sur 1005 patients, à la fois atteints de pathologies cancéreuses digestives, mais également gynécologiques. Et ils ont pu mettre en évidence avec une spécificité de 99% que ces patients présentaient cette pathologie tumorale. Ils sont en train de continuer l'analyse maintenant sur des sujets sains afin de valider la méthode en vue d'un dépistage. De la même manière, à l'ASPAN 2018, toujours pour le dépistage, une équipe du Massachusetts, de Boston, a pu mettre en évidence toutes les mutations de l'ADN circulant tumoral de différentes pathologies cancéreuses et a créé ce qu'on appelle un atlas, le CCGA pour Circulating Cell-Free Genome Atlas. Et le GRAIL a utilisé cela dans le but de le valider chez des patients atteints de pathologies tumorales, en particulier pulmonaires, et a pu mettre en évidence sur 17 000 patients atteints de cancer du poumon ces différentes mutations. Et donc l'ADN circulant tumoral a été considéré comme bon biomarqueur diagnostique. Ils sont en train maintenant de le faire chez des sujets sains présentant des facteurs de risque, et donc dans le but de le valider en termes de marqueurs de dépistage. Au total, les biopsies liquides avec deux produits tumoraux tels que CTC et ADN tumoral circulant, on l'a vu, sont de bons biomarqueurs pronostiques et probablement ont un intérêt en dépistage, diagnostic et dans le suivi de la maladie. En particulier, l'ADN tumoral circulant serait le biomarqueur le plus prometteur puisqu'il est facile à mettre en œuvre. Il va nous permettre de détecter, de suivre la maladie, mais également d'avoir une adaptation thérapeutique. Alors, actuellement, il faut le valider d'un point de vue clinique avec des méthodes bien standardisées. Et nous avons à l'heure actuelle pu bénéficier d'un PHRC ADN circulant qui va nous permettre d'évaluer la valeur pronostique de cet ADN circulant tumoral chez des patients atteints de cancer colorectal de stade 2 ou de stade 3, dans le but de détecter de manière précoce cette maladie, mais également les récidives à 3 ans. Je vous invite donc à inclure dans l'ADN circulant. Je vous remercie de votre attention.